Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet premier épisode de Marché et Stratégie pour l'année 2025. C'est aussi un épisode qui nous permettra de clôturer, de tourner la page de 2024 pour nous pencher sur les opportunités et les perspectives du marché financier, le marché des capitaux en particulier pour cette année. Et comme on a démarré 2024, on va démarrer l'année 2025 toujours avec Abdelrazak El-Mghraoui de Serval Asset Management. Bonjour Abdelrazak. Bonjour Adil. Merci de me recevoir encore une fois. Merci beaucoup. De retrouver les auditeurs de Bourse News. Merci, tout le plaisir est pour moi. On s'est vu la dernière fois il y a quelques semaines, peut-être quelques mois même, où vous nous parliez des fameux 15 000 points, des fameux records historiques sur le Massif. Vous nous disiez dans l'épisode qu'on allait inscrire un nouveau record sur le marché au plus tard en mars. Ça s'est fait plus vite, tant mieux. Bien, aujourd'hui, on va faire le point sur ce record et on va surtout se plonger dans l'année 2025 et les perspectives. Alors, juste avant de vous poser toutes mes questions, Abdelrazak, je vous propose de regarder un petit reportage de la rédaction pour revenir sur cette année 2024. Sur le marché boursier marocain, 2024 sera l'année du renouveau et de quelques records. Des records en matière de liquidité, mais aussi en termes de valorisation avec une capitalisation boursière de plus de 750 milliards de dirhams, une première historique. L'indice MASI a franchi, lui, le cap des 15 000 points pour la première fois de son histoire. Et le renouveau concerne particulièrement l'activité des personnes physiques qui représentent désormais quelques 30% des volumes et qui ont contribué largement à la liquidité du marché. Et les experts vous le diront, un marché boursier en bonne santé est d'abord un marché où les personnes physiques sont actives. 2024 a également connu l'organisation et la finalisation du marché à terme qui sera opérationnel en 2025 et qui apporte de nouvelles solutions d'investissement et de protection aux investisseurs qualifiés avant d'être étendu plus tard aux investisseurs personnes physiques. On notera également des performances stratosphériques pour certains secteurs, le BTP, la santé et l'immobilier en tête avec des entreprises qui ont vu leur valorisation multipliée par 6 dans certains cas. Les enjeux sont maintenant importants pour 2025. D'abord, d'un point de vue technique, la croissance des résultats doit continuer à soutenir les valorisations pour ne pas se retrouver en bulle. Et puis, d'un autre point plus macro, il faut s'assurer de fidéliser les nouveaux investisseurs qui sont pour beaucoup revenus ou venus pour la première fois pour profiter des dernières introductions en bourse particulièrement profitables. Acteurs et régulateurs doivent continuer à déployer des efforts pour ne pas en faire des investisseurs occasionnels qui plieraient bagages au premier avis de tempête. Fidéliser ces investisseurs, c'est les convaincre que le placement boursier est le meilleur placement à long terme, toutes catégories de placements confondues. Les convaincre des vertus de l'investissement à long terme et pour cela, nous aurons besoin rapidement de nouveaux instruments, les ETF notamment, et plus d'introductions en bourse, au moins aussi populaire que celle que nous avons eue ces dernières années. Alors, Abdelrazak, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en cette année 2024? S'il y avait des points à retenir, ça serait lesquels? L'année 2024 qui est en train de se terminer là, donc a été marquée par une très belle performance du Massif. En fait, si on dépasse 20%, entre 20 et 25%, ça dépend si on prend l'indice avec dividende ou sans dividende. Donc c'était une performance qui n'était pas forcément attendue. Donc c'était on va dire, une agréable surprise pour moi. Donc moi qui étais positif depuis le début de l'année comme... Alors, vous étiez positif, mais pas autant. Vous ne vous attendiez pas à plus 20, plus 22% sur le marché? Je ne m'attendais pas forcément, mais je n'exclus pas ces chiffres-là. Donc pour moi, ce n'était pas complètement une surprise d'être à ce niveau-là. Mais encore... en fait, ce qui m'a été agréable pour moi, c'est la dynamique de volume aussi, qui est venue au fur et à mesure que les gens, avec le temps, petit à petit, ils croyaient un peu plus. Il y a eu une participation, ce que j'ai apprécié beaucoup cette année, c'est qu'il y a eu une participation un peu plus générale de différentes typologies d'investisseurs, notamment le retour en force des particuliers. Je pense qu'on va en parler autour de... Effectivement, effectivement. Alors, Abdelrazak, si on devait retenir une leçon de cette année, ça serait laquelle? Alors, pour question moi, philosophique un peu.
Oui, c'est philosophique, oui et non, mais je pense que si on veut retenir des leçons, pour moi, c'est d'abord l'humilité et la modestie et l'ouverture d'esprit. Je pense que ces trois mots, en fait, c'est des mots-clés pour moi. Si on revient au début d'année, comme on a commencé l'année avec pas mal d'incertitudes quand même, avec une inflation qui était encore élevée. Et donc, pas tout le monde a cru dans cette tendance positive, dans cette fin agréable de l'année, cette dynamique du marché boursier et du marché financier dans sa globalité. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, par rapport à certaines notions de cherté, tout ça, donc je pense qu'il faut rester modeste, il faut rester d'esprit, il faut rester à l'écoute du marché. Oui. Il faut suivre un peu la tendance du marché. Peut-être ne pas s'enfermer dans des croyances, rester ouvert d'esprit, prendre les signaux du marché, les interpréter, les données économiques, les données des entreprises et s'ajuster au fur et à mesure et ne pas rester dans une logique particulière, quel que soit le Oui, ne pas avoir des préjugés sur certaines valeurs ou certains secteurs ou certaines valorisations ou la capacité des entreprises à nous surprendre. C'est surtout ça pour moi. Il faut rester ouvert d'esprit, modeste et flexible. Très bien, très bien. Alors, Abdelrazak, on termine l'année en hausse de 20-22%. L'année 2023, déjà, le marché avait bien pris. Donc, on a fait deux belles années de hausse. Pour vous, est-ce que 2025, on a encore du potentiel aussi sur le marché? Est-ce que vous êtes tout aussi optimiste que vous l'étiez en début d'année 2024? Je pense que la réponse simple et claire, c'est oui. C'est que je suis aussi optimiste, on va dire, que début 2024. Je pense que début 2024, tu m'avais posé la question, est-ce que le marché va continuer? J'ai dit, il va continuer, peut-être qu'il va accélérer. Oui. Et c'est ce qui est passé. Je veux dire peut-être la même chose cette année. Et je m'explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, même si le MASI a fait cette performance, mais c'est une performance qui était accompagnée par deux éléments importants. C'est la hausse de la capacité bénéficiaire des entreprises et le deuxième élément, c'est la baisse des taux. Alors aujourd'hui, même si on a fait tout ce chemin-là, force est de constater qu'on n'est pas encore à des niveaux de cherté qui sont on va dire, extraordinairement élevés. D'après quelques estimations que j'ai faites, d'après même les estimations officielles qui sont sorties par les régulateurs du marché, le PE du marché est, on va dire, aux alentours de 17 à 18. Aujourd'hui, avec les bénéfices de 2024. 2024. Mes propres estimations sont autour de 18. Avec un échantillon suffisamment représentatif. Contre une moyenne historique autour de 20 habituellement sur 5 à 6 ans, le PE de marché oui, est de 20. C'est 20, mais si on tiré prend un par historique 2020, plus élevé, la moyenne va être toujours autour de 18, 17, 19, etc. Mais aujourd'hui, force de constater que les perspectives de la capacité bénéficiaire, ils sont encore positives. Donc les sociétés vont pouvoir faire plus de croissance. Et ce 18, en fait, le 18 de PE est divisé en deux groupes. Il y a un premier groupe avec des perspectives de croissance plus élevées qui aujourd'hui traite à partir de 25 de PE. Et je pense que c'est un niveau qui est justifié vu les perspectives de croissance des sociétés. C'est des perspectives de croissance très fortes qui dépassent 10%, 15%, même 20%, voire plus pour certaines sociétés. C'est un groupe sur lequel le marché peut-être se projette sur les années à venir, ce qui peut expliquer une cherté relative à l'œil nu maintenant, mais qui intègre une croissance rapide. Ça intègre une croissance future qui est aujourd'hui, le marché est de plus en plus confiant sur sa réalisation. Le deuxième groupe, c'est un groupe de grosse capitalisation, surtout le secteur bancaire, qui lui aussi, paradoxalement, il offre des perspectives de croissance non négligeables, qui peuvent dépasser 10%, mais qui traitent à des niveaux de valorisation qui sont moins élevés que historiques, autour de 13 fois les bénéfices. Donc c'est cette combinaison des deux groupes qui fait, on va dire, une moyenne autour de 18. Juste pour faire une petite comparaison à l'international, si on regarde les marchés américains, l'histoire est un peu similaire. Il y a le secteur de la technologie qui traite à des PE qui dépassent 30 en général. Il y a tout le reste qui traite à des niveaux beaucoup plus corrects. Et donc ça donne une moyenne qui dépasse même le marché marocain autour de
20, 22 la moyenne aujourd'hui. Okay. Mais encore une fois divisé en deux groupes. Donc ce n'est pas un phénomène qui est propre au Maroc ou qui est extraordinaire, mais voilà, mais ça donne… Mais encore, ce qui est important, c'est que si on projette une croissance qui est très réalisable de 10%, donc ce PE va baisser, donc d'après mes estimations, de 18 à 16. D'accord. Donc on traite à 16 les bénéfices de 2025. 2025 on est si déjà la croissance est de 10%. Si la croissance est 10%. Parce que pour chaque 5% de croissance, on améliore le PE du marché de 1 point, de une fois. Excellent. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le premier groupe comme secteur? Les secteurs qu'on peut mettre aujourd'hui dans le premier groupe qui traitent à des niveaux de valorisation un peu élevés étant donné leur perspective de croissance. Clairement le secteur du BTP, clairement, parce que comme on sait, dans la dynamique très positive liée à la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique et tous les événements sportifs d'ici 2030, donc c'est le BTP. Il y a une tendance aujourd'hui qui est confirmée, on voit par les chiffres réels comme les ventes de ciment sur le deuxième semestre ou surtout à partir d'octobre qui commencent à montrer des croissances très solides à deux chiffres. Voilà, donc c'est une dynamique réelle aujourd'hui. Donc voilà, on peut mettre le secteur du BTP, certains secteurs de la santé par exemple comme Acdital, Marsa Maroc, tout ça avec des perspectives certaines, on va dire, de croissance, parce que Marsa Maroc, il a annoncé le projet de Nador Westmed qui va commencer à partir de 2026, d'après les dernières informations. Donc voilà, donc, on peut mettre cette catégorie-là dans ce groupe-là. Maintenant, si on parle du volet politique monétaire, vous avez dit tout à l'heure qu'on a été drivé aussi bien par la croissance et les perspectives de croissance des bénéfices, mais également de la politique monétaire qui est devenue un peu plus accommodante de la part de Banque Maghreb avec 2 baisses du taux directeur en 2024. Déjà, quelles sont vos perspectives, votre lecture sur la politique monétaire en 2025? Est-ce qu'on va continuer? Ça, c'est ma première partie de question. Et deuxième partie de question, si on atteint la limite sur la politique monétaire, si le marché commence à anticiper que les taux ne vont pas baisser plus, est-ce que vous ne craignez pas que le marché action sature un peu, commence à se poser des questions, etc., qu'il y ait moins ce relais sur le marché? Très bien. Pour répondre à la première question, d'après les dernières communications de la Banque centrale, ils ont dit que voilà, la décision va se prendre conseil par conseil. Conseil par conseil. Et donc, clairement, ils ont laissé la porte ouverte à d'autres baisses, soit en mars, soit en juin, dépendamment bien sûr de la conjoncture économique, surtout l'inflation. Et voilà, quand on se projette en fait… on en parle beaucoup dans les émissions avec toi, Adil, l'inflation, mais si on se projette en 2025, l'inflation devrait être très largement maîtrisée à des niveaux qui sont inférieurs à 2%. D'accord? Donc, théoriquement, la Banque centrale n'aura aucun problème à baisser une troisième fois c'est le taux directeur. Mais voilà, pour répondre à la deuxième partie de la question, quel est l'impact sur le marché action? Comme j'ai dit, en 2024, on a bénéficié de ces deux aspects, mais en 2025, je pense que vu que les taux ont déjà baissé, et beaucoup, et ça aussi c'est un élément important pour le marché action, parce qu'aujourd'hui l'arbitrage action-taux, il est clairement en faveur du marché action. Aujourd'hui, le 10 ans, il est proche de 3%, hein, alors que, comme on a dit, le MASI, il traite à des niveaux de 18%. Il va passer à 16, peut-être si on se projette en 2026, ça va être encore une valorisation encore plus attractive, donc c'est juste question de temps. Donc l'arbitrage, il est clairement en faveur du marché action aujourd'hui. Mais cette fois, 2025, je pense que on va dire l'évolution du MASI va se faire plus grâce à l'évolution de la capacité bénéficiaire que le soutien ou le boost qui vient du marché des taux d'intérêt. Très bien. Donc, ça va être le principal catalyseur pour vous, ça va être encore la capacité bénéficiaire beaucoup plus que indépendamment de la politique. C'est la capacité des entreprises à augmenter leurs bénéfices en 2024, 2025 et au-delà. Parce que si on met lien avec la partie macro, le PIB aujourd'hui, le PIB non agricole, il croît à 3,5. Hein? Si on ajoute 2% d'inflation, ça fait un PIB nominal de 5,5. Donc on a déjà une moyenne de l'économie qui croît à 5,5.
Et je pense que certaines sociétés cotées, ils sont capables de délivrer encore plus de croissance et de profitabilité. Donc je suis très confiant sur leur capacité à délivrer cette croissance. Et voilà, c'est ça on va dire le catalyseur, le principal catalyseur de la croissance du Mazi en 2025. Très bien. Alors, vous avez évoqué le volet macro. Justement, c'était ma prochaine question. Donc là, l'inflation, vous avez dit que vous estimez qu'elle restera sous les 2%. Une croissance du PIB non agricole qui est très correcte. Même moi, comme Marib, c'est félicité de la croissance du taux, de la valeur ajoutée non agricole. De manière globale, au-delà de ces indicateurs-là, comment vous voyez le tableau de bord macro? Est-ce que vous êtes positif là-dessus? Est-ce que vous voyez qu'on évolue dans un bon environnement macro? Oui, c'est ce que je disais depuis quelques temps. Donc, tous les clignotants aujourd'hui macro, ils sont verts. Rarement on a vécu un environnement macro aussi, on va dire, clair et aussi positif. Donc si on regarde les finances publiques, c'est important parce que c'est les finances publiques qui donnent de la visibilité pour les opérateurs. Il y a un impact sur les taxes, sur les dépenses de l'État, sur l'investissement. C'est très important les dépenses publiques, les finances publiques. Aujourd'hui, on voit clairement qu'ils sont maîtrisés et on voit même une accélération des recettes fiscales. Et ça, c'est important parce que c'est un indice par rapport à tout ce qu'on a dit sur la croissance économique. Donc, il y a une vraie accélération aujourd'hui des recettes fiscales qui donnent les moyens nécessaires à l'État de soutenir la consommation et l'investissement et même l'emploi. Donc, ça, c'est très important. Et donc, ça donne de la visibilité pour tout ce qui est échange extérieur aussi, c'est très positif aussi. Les réserves de change, ils sont à un niveau confortable, surtout si on n'intègre pas uniquement les réserves officielles de Banque El Maghreb, mais aussi les réserves qui sont disponibles au niveau des banques, des secteurs bancaires, effectivement. Donc ça donne des niveaux très très confortables. Voilà, donc le niveau macro, globalement, tous les clignotants ils sont verts, ils sont positifs, donc ils ouvrent la porte pour une croissance supplémentaire de... Ok, vous dites c'est assez rare de voir ça et du haut de vos 20 ans d'expérience, c'est une phrase qui me parle. Pour finir, Abdelrazak, un mot peut-être sur là on va revenir à la bourse, les secteurs qui vous semblent à haut potentiel pour 2025. Alors qu'on a parlé de deux groupes sur le Mazi, des groupes avec une forte croissance et une valorisation ou un PE élevé, et un autre groupe pas du tout cher, mais aussi avec une croissance non négligeable paradoxalement. Alors donc moi j'aime bien une combinaison entre ces deux groupes ou deux catégories de valeurs. Donc voilà, il faut rester sur les titres qui ont bien performé pendant 2024, qui ont affiché des croissances, mais combinés avec principalement le secteur bancaire ou des valeurs qui ne sont pas du tout chères aujourd'hui. Voilà, donc c'est une combinaison. En cas de retournement brusque, imprévu peut-être, parce que ça peut toujours on n'est pas à l'abri d'une information se réaliser, surtout en cas d'événement extérieur, parce que historiquement, on a remarqué que les changements ou les retournements négatifs de la bourse de Casa, souvent ils ont une source externe, des événements soit géopolitiques, soit des événements, on va dire, de crise financière et économique mondiale. Donc, si jamais, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on voit pas, ce n'est pas une forte probabilité que ça se réalise, mais si jamais ça se réalise, le fait qu'on a des valeurs qui sont solides, telles que le secteur bancaire, et qui ne sont pas du tout chères, ça permet d'amortir un peu le choc. Donc une bonne combinaison des deux groupes me semble la stratégie la plus adéquate pour affronter 2025. Très bien. On va finir sur ces mots d'optimisme de votre part, Abdelrazak, et je vous dis à très vite pour faire le point sur ce qu'on a dit aujourd'hui et continuer à commenter le marché. Merci encore une fois. Merci beaucoup Adil et à très bientôt.